Pile-Poule. Dialogue pour le temps présent et pour les temps futurs. Une émission de Marc Wielinski, tous les dimanches de 13h à 14h sur RCJ. Où va notre monde? Comment mieux le comprendre? Que puis-je faire pour l'améliorer? Que m'est-il permis d'espérer? Aujourd'hui, l'éternité béante avec Étienne Klein. Alors aujourd'hui, nous recevons Étienne Klein. Bonjour Étienne. Bonjour Marc. Étienne qui est déjà venu 2 fois, je crois, à ce micro pour vos différents livres. Étienne Klein, donc physicien, philosophe, animateur radio et plein d'autres choses. Alors j'étais en train de dire que vous revenez avec ce nouveau livre, L'éternité béante, qui est paru chez l'éditeur Les Liens qui libèrent. Et Futuropolis. Oui. Et j'ai une coalition avec Futuropolis. Et Futuropolis. Ah, c'est à droite, voilà. Voilà. Et Futuropolis. Et donc, coécrit avec, ou co-dessiné, puisqu'il s'agit d'une bande dessinée, avec LF Bollet. Ça, c'est mon co-scénariste. C'est co-scénariste, mais il existe. Ah, il existe. Ah, parce que LF... Laurent Frédéric. Voilà, Laurent Frédéric. Et Christian Durieux. Qui a fait les dessins. Voilà. Et il est le seul à les avoir faits. Nous, on ne dessine pas. D'accord. Et j'allais dire, Étienne Klein, aujourd'hui, l'invité de Pile-Poule, c'est Albert Einstein, parce que dans cette formidable bande dessinée, L'éternité béante, en fait, vous racontez votre rencontre avec Albert Einstein. Rencontre étonnante parce qu'il est mort 3 ans avant votre naissance. Oui. Donc, dans quelles conditions, Étienne, avez-vous rencontré Albert Einstein? Alors, c'est une longue histoire. En fait, il y a quelques années, en 2015 et 2016, je me suis intéressé à la question de savoir comment Einstein a eu ses idées les plus importantes. Et ce que je voulais savoir, c'est en quoi le contexte dans lequel il vivait, les lieux où il habitait, avaient joué ou non un rôle dans la genèse de ses idées. Einstein a beaucoup voyagé, il a été exilé, il a été parfois sans nationalité, apatride, parfois il en a eu plusieurs. Il était aux États-Unis, il a vécu en Allemagne, en Suisse, à Prague, etc. Et j'y suis allé en vélo, voilà, notamment en Suisse et en Belgique. À Prague, j'y suis allé en avion. J'ai pris mon vélo et l'idée, c'était de m'imprégner des paysages, des lieux, pour voir comment ça avait joué dans sa façon de réfléchir. Et la conclusion... Vous aviez quel âge à ce moment-là? Vous étiez jeune, hein? Ah non, c'était en 2015. Ah d'accord. J'étais déjà vieux. Plus si jeune que ça, enfin encore jeune, mais plus si jeune. Ça m'a pris quelques temps et la conclusion à laquelle je suis arrivé, c'est que Einstein était un personnage agéographique. C'est-à-dire que la façon que son cerveau avait de fonctionner était indépendante du lieu où il se trouvait. Il était une sorte de concentration, de questionnement qui ne s'arrêtait jamais et qui n'était pas perturbé par les conversations autour de lui et très peu influencé, d'après ce que j'ai pu conclure, du contexte dans lequel il se trouvait. Et ça m'a donné l'envie d'écrire un livre là-dessus qui s'est appelé « Le pays qu'habitait Albert Einstein », qui est paru en 2016. Et quelques années plus tard, des éditeurs de bande dessinée, Futuropolis, Les Liens qui libèrent, me proposent de faire une bande dessinée racontant la vie d'Einstein. Proposition à laquelle je réponds fermement non. Parce qu'il y a beaucoup de biographies sur Einstein et ça ne m'intéressait pas de faire une biographie. Mais ils ont insisté, on s'est vus, revus, et au cours d'une conversation, paraît-il, je ne m'en souviens pas, mais on m'a raconté que j'aurais dit Einstein me manque, j'aimerais qu'il soit là. Et c'est là qu'est née la BD, puisqu'elle raconte un rêve. En fait, je suis à Princeton, je m'endors et je rêve. C'est l'histoire vraie.
Ah non, non, c'est complètement faux. Ah, mais vous êtes allé à Princeton. Ah oui, oui, mais Oui, bien c'est sûr. Oui, oui, oui. après le rêve, enfin, le rêve qui est raconté dans la BD, c'est Einstein frappe ma porte. C'est ça. C'est-à-dire que vous Voilà. endormez avec un verre de Voilà. whisky. Oui, Oui. et sur la musique des Stones. Et de la musique des Stones. Et il sonne à ma porte, j'ouvre, et Et c'est voilà, Albert Einstein c'est qui lui, c'est arrive. lui-même. Et dans ce rêve, après avoir bien vérifié que c'était lui, Ouais. en lui posant des questions, Posant des questions auxquelles il était le seul à pouvoir répondre. Voilà. quasiment. Voilà. Et donc, je suis sûr que c'est lui. Et grâce à un stratagème que nous avons inventé, qui est un espace-temps, TAON, un gros insecte, on Ah, peut se l'espace. balader dans l'espace où on veut, à la vitesse qu'on veut. Et l'idée, c'est de lui présenter notre monde actuel en différents lieux, de lui raconter des choses qu'il n'a pas pu vivre puisqu'il est mort, comme vous l'avez rappelé, en 1955, et d'essayer d'imaginer ses réactions devant ces lieux, ces situations qu'on lui présente. Voilà, on vous accompagne. On va le faire parce qu'on a un peu de temps. Vous accompagner avec Albert Einstein qui avec vous, découvre notre monde. Mais une petite question, à quel âge avez-vous découvert Albert Einstein? Je ne saurais pas répondre à cette question, je sais simplement que c'était assez tôt, j'étais sinon collégien, peut-être collégien ou bien lycéen. Ce qui est sûr, c'est qu'à 14 ans, j'ai des traces de cela, il y avait un poster d'Einstein dans ma chambre. En fait, il y en avait deux, qui étaient séparés par un poster des Rolling Stones. À gauche, il y avait une photo d'Einstein en 1905. Quand il est tout jeune, c'est l'année miraculeuse de la physique, il publie ses 5 papiers incroyables. Il a un regard pétillant. Et j'étais... bon, évidemment, j'avais entendu parler du personnage, mais en l'occurrence, j'étais fasciné par sa posture, sa tranquillité, son regard. Et puis la deuxième photo, la seconde, était à droite du poster de Rolling Stones et le montrait beaucoup plus triste, avec un visage fatigué, les yeux en berne. Et cette tristesse, évidemment, je l'attribuais, non pas à la vieillesse, mais au choc qu'a dû produire en lui la Deuxième Guerre mondiale, notamment Hiroshima, Nagasaki, la Ah, Shoah. Et voilà, donc il y avait une espèce de double face qui me fascinait. On m'avait dit que c'était un génie, mais à l'époque, j'étais incapable mais peut-être que vous de l'aviez comprendre ses senti déjà travaux. dans son regard. Oui, enfin, oui, enfin, le regard peut être trompeur, comme vous savez, mais non, il y avait quelque chose, une sorte de flegme chez Einstein, de calme, apparent en tout cas. D'ailleurs, les gens disent qu'ils ne l'ont jamais vu s'énerver. Il s'énervait quand il était enfant, il avait des crises de colère, Hmm. paraît-il. Mais adulte, il avait une espèce de placidité, de tranquillité, ce qui n'empêchait pas un bouillonnement intérieur. Mais il était calme. Mais Étienne Klein, vous dites Einstein me manque. En fait, Einstein, c'est votre père. Pas votre père biologique, mais Non, non, c'est bon, mon père me manque aussi, hein, mais, Oui, bien sûr. mais non, quand je dis qu'il me manque, c'est pas parce que je vois entre lui et moi un lien de filiation. C'est plutôt parce que je n'entends pas aujourd'hui de voix ressemblant à la sienne. C'est-à-dire qu'il y ait une forme bon, d'intelligence évidemment, mais aussi d'autorité morale. Enfin, c'est quelqu'un qu'on écoutait, Einstein. On l'a beaucoup critiqué, il a été haï, il a été persécuté, même en Allemagne. Mais il y avait quand même, voilà, quand il parlait à la radio, c'était quelque chose. Quand il a donné sa dernière conférence en Europe, c'était le 3 octobre 1933. Donc pour la petite histoire, il est rentré d'une tournée de conférences aux États-Unis au mois de janvier 1933. Et donc il débarque à Anvers. Hitler vient d'être élu. La première chose qu'il fait, c'est de se rendre à Bruxelles au consulat allemand pour rendre son passeport allemand. Hein, il sait qui est Hitler. Il a mieux compris que tout le monde qui est Hitler. On parle beaucoup de la naïveté d'Einstein, mais en fait, non, il a tout compris. Et il va rester en Belgique quelques mois, dans un petit village qui s'appelle Coq-sur-Mer, au bord de la mer Noire, dans une maison qu'il a obtenue grâce à son amitié avec la reine de Belgique. Et il va se demander où habiter. Il a une proposition pour venir en France, au Collège de France. Et d'ailleurs, il est nommé professeur au Collège de France, par décret au journal officiel, au mois de mai 1933.
Mais finalement, il décide d'aller à Princeton. Mais avant de partir à Princeton en octobre, il s'arrête à Londres. Et dans cette grande salle de conférence qui s'appelle le Royal Albert Hall, il donne une conférence devant 10 000 personnes, beaucoup de réfugiés. Conférence dont on a conservé le texte, conférence en anglais, qui a une actualité incroyable. Ce qu'il disait en 1933, période où il a cessé d'être pacifiste, il cesse de soutenir les objecteurs de conscience, parce qu'il a compris qu'Hitler veut la guerre. Et donc, si on veut, en 1933, hein, alors qu'il n'y a pas encore la persécution des Juifs, etc., ben, il a compris qu'Hitler veut la guerre. Et donc, il va falloir se battre pour la liberté. Parce que sans la liberté, il n'y a pas de Goethe, il n'y a pas de Beethoven, il n'y a pas de Bach, de Ouais. Pasteur, etc. Oui, c'est très impressionnant ce discours. Et sans vouloir dévoiler ce qu'il y a dans le livre, euh, le livre se termine aussi sur un discours d'Einstein que vous avez probablement imaginé, à moins qu'il vous l'ait suggéré, sur notre monde contemporain. C'est très impressionnant ce discours Oui. sur notre monde. C'est En, très émouvant. en fait, ce livre, c'est une expérience de pensée. Oui. Comme lui en a beaucoup fait. Alors, il faut raconter quand même que donc Oh, vous êtes allongé, et puis à un moment donné, il y a Einstein qui, dans mon rêve. dans votre rêve, bien sûr, Voilà, il et rentre, il y a Einstein qui arrive, vous arrive. lui posez quelques questions pour savoir si c'est bien lui, et vous décidez d'explorer le De monde. lui montrer ce qui s'est passé depuis qu'il est mort. Voilà. Et vous partez tous les deux explorer le monde. Moi, ça m'a évoqué, on a les références qu'on peut, ça m'a évoqué vraiment la Divine Comédie de Dante, où, Mais qui est Béatrice? voilà, où il rencontre Virgile, Oui, alors, où le Dante, guide. Le guide. Dante rencontre Virgile, qui est le poète qu'il admirait le plus, qui est d'une certaine façon son père spirituel, et ils vont visiter ensemble les enfers. Oui, oui. Alors, les enfers, pas que, parce que la première expérience qu'on lui propose, c'est de monter dans un Airbus A320 Voilà. qui permet de faire des vols paraboliques, Ouais. des vols 0G, comme on dit. Ouais. Et Einstein, quand on lui a demandé de raconter son autobiographie intellectuelle, ben, il a écrit un petit livre dans lequel il dit que l'idée la plus heureuse de sa vie, et il l'a eue en 1907, rentrant de déjeuner, alors qu'il était ingénieur à l'Office fédéral de la propriété intellectuelle de Berne, donc il est ingénieur des brevets finalement. Il rentre de déjeuner, il s'assied sur son tabouret. Il n'y avait pas de chaise, il y avait un tabouret parce qu'il faisait des siestes semi-éveillées. Donc il fermait les yeux comme ça, et puis il savait que s'il allait s'endormir vraiment, il y aurait un réflexe de son corps qui le réveillerait. Et si une idée intéressante lui traversait l'esprit, il lui restait suffisamment de conscience pour être capable de la saisir. Et l'idée la plus heureuse de sa vie, c'est qu'il a compris ce jour-là, dit-il, que s'il était en chute libre, il ne sentirait pas son poids. Et il le dit, ça a provoqué chez lui une très forte émotion, qu'il a, dit-il, mené 8 ans plus tard vers une nouvelle théorie de la gravitation, qui s'appelle la théorie de la relativité générale. Et ce qu'il comprend, en fait, c'est une chose que n'importe qui aurait pu comprendre depuis Galilée ou Newton. Quand vous êtes en chute libre, vous tombez dans le vide. Donc la seule force qui s'applique à votre corps, c'est votre poids. Mais si vous prenez un objet qui tombe avec vous, par exemple un verre, vous le lâchez, il n'a pas la même masse que vous. Mais Galilée a montré que tous les corps tombent à la même vitesse dans le vide, quelle que soit leur masse. Donc ce verre qui tombe, il tombe comme vous, à la même vitesse que vous. Donc par rapport à vous, il ne tombe plus. Vous le voyez flotter dans l'air. Donc la notion de poids n'existe plus. Voilà, la pesanteur semble avoir disparu, alors qu'elle est la cause de votre chute. Donc la chute qui est due au poids provoque un effet qui annule l'apparence du poids. Et ça va le mener vers ce qu'on appelle le principe d'équivalence. Mais ce qu'il a compris, c'est que pour sentir qu'on a un poids, il faut que notre corps subisse une autre force que le poids. Par exemple, tous les deux, nous sommes assis sur notre chaise, et c'est la réaction de notre chaise au poids de notre corps qui nous fait sentir notre poids. Mais si notre corps n'est soumis qu'à son poids, nous ne pouvons pas savoir ni sentir que nous avons un poids. Voilà. C'est cette espèce de paradoxe qui est une sorte de déduction directe de lois découvertes bien avant lui par ceux que j'ai cités tout à l'heure, Galilée et Newton. Il a mis en scène son corps. Voilà. Qu'est-ce qui se passerait, expérience de pensée, qu'est-ce qui se passerait si mon corps tombait en chute libre? Ouais. Voilà. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que finalement,
pour faire cette découverte, il n'y avait pas besoin d'être physicien, il n'y a pas besoin d'équation, il y a pas... C'est une expérience du corps intime. Et comment se fait-il que personne n'avait fait cette découverte depuis Galilée, c'est-à-dire depuis Alors, Galilée 300 est tout ans? près de la faire. Il y a un texte de Galilée, il est tout près de la faire. Mais il ne va pas jusqu'au bout. Einstein, il a eu très peu d'idées, hein, mais il est allé au bout des idées qu'il avait. Voilà. Il prend ça au sérieux. En fait, à la fin de sa vie, il a donné une interview, on disait un entretien à l'époque, avec celui qui allait devenir son premier biographe, qui lui demande, mais pourquoi, à votre avis, êtes-vous le premier à avoir trouvé la théorie de la relativité? Et Einstein, qui était très modeste, hein, il dit pas grâce à mon génie, non, il répond grâce à mon retard mental. C'est-à-dire que j'ai, dit-il, continué de me poser des questions d'enfant à un âge où j'étais déjà devenu un adulte ou un adolescent. Oui, parce qu'on dit que c'était un enfant, je dirais, un peu attardé, ou... Alors Est-ce ça, qu'il... c'est bon. Non, mais Non, ça il a expliquerait. parlé tardivement, Il mais a parlé en fait, tardivement, parce oui. qu'il a pas eu la période de babillage, Ouais, quand l'enfant fait des onomatopées, etc. ouais. Non, non, lui, moi, j'étais pas là, hein, mais ce que j'ai lu ici ou là, c'est que il préparait ses phrases silencieusement à l'intérieur de lui-même, et une fois qu'elles étaient prêtes, il les crachait d'un coup. Ouais. Voilà. Donc, il s'est mis à parler d'un coup, si vous voulez, peut-être tardivement, mais c'est simplement parce qu'il avait sauté une étape. Alors, Étienne Klein, c'est très drôle, cette partie où donc vous emmenez Einstein dans un avion Ouais. pour faire une expérience Oui, parce d'apesanteur. que cette expérience de pensée qu'il a faite, on peut la Voilà. faire maintenant vraiment. Et où il peut réaliser une expérience de pensée. D'ailleurs, ça l'amuse beaucoup de faire ça avec vous. Et vous l'avez fait, vous, cette expérience Oui. aussi? Oui, voilà. Est-ce qu'on a cette expérience? Est-ce qu'on sent que on oublie son poids? Ah bah Ah oui. oui. Alors le principe, c'est très simple, hein. L'avion monte à 45 degrés, donc plein gaz. Et là, on est en hypergravité, c'est-à-dire on a un poids apparent qui est plus grand que son poids réel, qui est 2 ou 3 fois plus grand. Et quand l'avion atteint une altitude très grande, 10 000 mètres, on coupe les moteurs quasiment et l'avion suit une trajectoire parabolique qui dure 24 secondes, 12 secondes de montée, 12 secondes de descente. Et puis ensuite, on remet les gaz et puis on refait ça 30 ou 40 fois de suite. Donc pendant 24 secondes, on est soumis qu'à son poids, donc on est un apesanteur. On est en chute libre. Et donc on se lève, on est décollé de son siège, on est comme un astronaute dans l'ISS ou dans une navette spatiale. On est en apesanteur. L'impesanteur, c'est pas l'absence de pesanteur, c'est l'absence de ressenti de la pesanteur. Hein. Et pendant ces 24 secondes, eh bien, on peut s'amuser à faire des rondades. Et on voit des principes cachés de la physique qui deviennent là complètement apparents. Le principe d'inertie, le principe de relativité, le principe d'équivalence. Moi, j'aime à dire que si Aristote avait pu faire un vol 0G, la physique aurait gagné 2000 ans, enfin, Euh, aurait avancé de 2000 ans plus tôt, grâce au fait que ces principes que Galilée a découverts, qui ont été si difficiles à extraire du spectacle du monde, étaient là parfaitement manifestes, quoi. En Alors, fait, Étienne Klein, un des ressorts de votre livre, hein, L'éternité béante, euh, c'est que vous présentez Einstein. En fait, toutes les découvertes qui ont eu lieu depuis sa mort, donc vous lui apprenez, parce que lui, visiblement, il était dans un endroit où il n'était plus au courant de ce qui se passait, et vous lui faites découvrir aussi le monde. Alors, si on commence par les découvertes, on s'aperçoit qu'il y a eu, depuis la mort d'Einstein, euh, énormément de choses. On a vraiment... La physique s'est développée de façon absolument extraordinaire. oui, en même temps, moi, je dirais il y a pas eu de révolution. Si vous voulez, les physiciens d'aujourd'hui, du point de vue théorique, ils utilisent, quand ils s'intéressent à la gravitation, la théorie d'Einstein, la relativité générale, qui est une théorie de la gravitation qu'il a publiée en 1915. Et puis quand ils s'intéressent aux autres interactions fondamentales, les forces nucléaires, électromagnétiques, ils font de la physique quantique, qui a été développée dans les années 20. Évidemment, tout ça s'est perfectionné. Mais ce que je veux dire, c'est que les principes fondamentaux de la physique qu'on pratique aujourd'hui ont été identifiés
dans la première moitié du XXe siècle. Par contre, il y a eu énormément de découvertes expérimentales ou autres qui ont enrichi la physique d'une façon vertigineuse. Mais Et ce qui qui ont est, souvent confirmé voilà, et Einstein. c'est ça qui est, je trouve fascinant, c'est que toutes les données nouvelles qu'on a obtenues par des accélérateurs, par des satellites, par des télescopes spatiaux, n'ont pas remis en cause les grands principes de la physique du XXe siècle. Ce qui veut dire que cette physique a une forme de solidité. Je ne dis pas qu'elle décrit le réel, mais en tout cas, elle résiste à tout ce qui pourrait la menacer pour l'instant, c'est-à-dire les données, les observations, les mesures qui sont faites ici ou là. Simplement, dans ces découvertes, il y en a quelques-unes qui auraient énormément surpris Einstein. La première, c'est la détection qui a été faite en 2015 pour la première fois des ondes gravitationnelles, qui sont des espèces de vibrations de l'espace-temps qui se propagent à la vitesse de la lumière. Einstein a prédit leur existence dès l'année 1916, donc juste après avoir publié sa théorie. Simplement, il était persuadé qu'on ne pourrait jamais les détecter. Donc il serait surpris d'apprendre qu'on a pu les détecter. Et surtout, celles qu'on a détectées, on a pu identifier le fait qu'elles ont été produites par la fusion de deux trous noirs, qui ont donc qui se sont unifiés en quelque sorte il y a 1,7 milliard d'années. Or, Einstein ne croyait pas aux trous noirs. Donc si on lui dit, voilà, on a détecté des ondes gravitationnelles, contrairement à ce que vous aviez imaginé, on a pu le faire, et celles qu'on a détectées ont été produites par des trous noirs dont vous contestiez qu'ils puissent exister. Mm. Voilà. Et puis l'autre grande découverte qui, à mon avis, l'aurait fait tomber de sa chaise, d'ailleurs on met ça en scène dans la bande dessinée, on lui fait visiter l'Institut d'optique de Saclay, du plateau de Saclay, dans lequel, dans les années 80, un jeune physicien qui s'appelle Alain Aspect a démontré ce qu'on appelle la non-séparabilité quantique. C'est-à-dire le Un fait... aspect qui apparaît dans votre rêve d'ailleurs. Oui, il reçoit Einstein, Mm. il discute avec lui et il lui annonce les résultats de la découverte qu'il a faite, découverte expérimentale. Et Einstein ne croyait pas à cette possibilité que des particules qui ont interagi dans le passé puissent garder entre elles une forme de lien très mystérieux qui est indépendant de la distance qui les sépare. Voilà. C'est l'intrication L'intrication quantique. quantique, ouais. Et là, Einstein, il est complètement abattu. Enfin, abattu, il est très surpris. J'imagine qu'il est abattu parce que ça bouleverse la conception qu'il se faisait de la nature, de la réalité. Et on a montré ces planches à Alain Aspect avant de les publier. Et Alain Aspect, constatant qu'on a représenté graphiquement un Einstein ébranlé, a demandé à ce qu'on rajoute une bulle dans laquelle Alain Aspect console Einstein en lui disant que c'est grâce à lui qu'on a pu démontrer quelque chose auquel il ne croyait pas. Ouais. Oui, oui, oui. Ce qui probablement lui aurait plu, d'une certaine Oui, façon. oui, non, je pense qu'Einstein aurait été excité. Hein. Ouais. Il aurait été excité par tout cela. On a souvent dit à tort que Einstein pensait que la théorie quantique était fausse. Pas du tout. Au contraire, il l'a prise au sérieux et il a montré qu'elle impliquait ce phénomène. Par contre, il pensait que la nature n'accueillerait pas un tel phénomène et que c'était la preuve, selon lui, que la physique quantique était incomplète. Il lui manquait des ingrédients, si vous voulez. Ouais. Là-dessus, il s'est trompé. Mais il s'est trompé sur la nature, pas sur la physique quantique. Et vous faites aussi, alors je ne sais plus si c'est vous qui expliquez ou si c'est Einstein, parce que vos voix se mêlent à certains Ah moments. non, j'ai beaucoup de respect pour lui. Hein. Oui, Je suis oui, mais de un... temps en temps, vous lui expliquez des choses, parce que Ah oui, évidemment, les choses nouvelles, bah, il n'est pas forcément c'est au une des courant. Vous rares... faites très attention d'ailleurs à ne pas le vexer en disant, bah Oui, là, oui. vous n'étiez pas tout à fait... Oui, voilà. et le fait de faire revenir dans notre monde alors qu'il est mort en 55, ça me permet de jouer ce rôle paradoxal, d'être un peu son prof, quoi. Parce que j'ai appris des choses qu'il n'a pas pu connaître. Et Qu'il n'a donc, pas pu connaître, voilà. bien sûr. Ouais. Mais alors, il y a une explication de la fameuse formule E égale MC2 qui est tout à fait remarquable. Alors là, la bande dessinée apporte un certain nombre de choses puisqu'on visualise, je crois que c'est Einstein à un moment donné, je ne veux pas rouvrir le livre, mais Mm. qui raconte comment finalement E égale MC2, comment il a introduit la notion de Mm. la célérité de la lumière Ouais, qui est devenue une constante ouais. de l'univers. Et ça, c'est
C'est vraiment extrêmement Oui, intéressant. moi, j'ai attendu l'âge de 66 ans pour faire une bande dessinée, alors que je fais de la vulgarisation. Mais j'ai découvert, grâce au talent de Christian Durieux, la puissance pédagogique du dessin. Voilà. Parfois, il faut des pages et des pages d'écriture pour expliquer un phénomène physique. Mais avec un dessin et le génie de Christian Durieux, j'ai découvert qu'en 2 planches, on peut régler une affaire. Et je pense que les quelques planches qui sont consacrées à la théorie de la relativité, à ce qu'elle implique pour l'espace et pour le temps, rendent la chose très claire, en tout cas, permettent notamment de critiquer des vulgates qui nous trompent sur ce que veut vraiment dire la théorie de la relativité. Et donc, la puissance pédagogique du dessin, on a essayé, enfin, Christian Durieux a essayé de l'utiliser au maximum. Et je la trouve très efficace. Voilà. Mmh. Je pense que la BD, c'est pas des choses que j'aurais dites il y a 5 ans, hein. C'est un des meilleurs vecteurs pour expliquer, paradoxalement, des choses abstraites. Le dessin, le graphisme, l'illustration permet d'expliquer des idées abstraites, euh, tout en produisant des images qui sont fausses ou approximatives, et en les critiquant, ce qui permet voilà, de faire un Mais travail un peu iconoclaste sur l'image. on comprend dans ce passage quelque chose qui est quand même difficile à intégrer, c'est qu'un corps puisse perdre de la masse en émettant un rayonnement qui lui-même n'a pas de masse. Alors ça, c'était toujours un truc qui m'a... je ne dis pas que j'ai compris, hein, Ouais, mais j'ai visualisé, j'ai senti un peu ce qui pouvait se mais j'ai passer. très bien compris. En fait, il fait un petit calcul en septembre 1905. C'est pas un article, c'est une annexe à l'article de juin. L'article de juin, il contient la théorie de la relativité restreinte. Il passe des vacances en Serbie dans la famille de sa femme. Et là, il continue à réfléchir. Et en septembre, il envoie à la revue qui a publié ces articles une annexe, 1 page et demie. Et il fait un calcul tout simple. Il prend un métal qu'on chauffe, comme un radiateur. Un radiateur, il émet de la lumière. Infrarouge, on ne la voit pas. Mais si la température du radiateur était plus élevée, il émettrait de la lumière visible. Puis s'il est encore plus élevé, ça serait de la lumière ultraviolette, etc. Mais dans tous les cas, le corps qui est chauffé émet de la lumière. Donc il perd de l'énergie, parce que la lumière contient de l'énergie. Mais il perd pas de masse, puisque la lumière n'a pas de masse. Donc là, l'intuition nous fait dire que un corps qui perd de l'énergie sans perdre de masse, ou sous une forme qui n'a pas de masse, ne perd pas lui-même de masse. Ben, ce raisonnement est faux. Ce que montre Einstein, c'est que le corps, du fait qu'il perd de l'énergie, perd de la masse en conséquence. Et le C, de vitesse de lumière, apparaît dans la formule, E égale mc2, parce qu'il a évidemment décrit la lumière qui est émise par le métal sous la forme d'une onde lumineuse. Et dans l'écriture mathématique de l'onde, la vitesse de la lumière apparaît. Mais là où il est génial, parce que cette formule, peut-être que d'autres l'avaient trouvée, mais là où il est génial, c'est qu'il conclut son article en disant « Cette formule, E égale mc2, dans laquelle intervient la vitesse de la lumière, doit demeurer vraie, même si aucune lumière n'est mise en jeu dans le processus par lequel le corps perd de l'énergie. » Donc la vitesse de la lumière intervient même quand il n'y a pas de lumière. Et la dernière phrase de l'article, c'est « Les sels de radium récemment découverts par Madame Curie pourraient en apporter la preuve. » Et ça sera le cas. C'est ce qui s'est passé. Parce que dans un phénomène de radioactivité, bêta ou alpha, peu importe, il n'y a pas de lumière qui est mise en jeu. Et pourtant, E égale mc2 intervient. Il y a une énergie de masse des particules qui intervient dans le bilan qu'on fait de la conservation de l'énergie. Et ça, c'est la révolution, parce que ça veut dire que la vitesse de la lumière change de statut. Ça n'est pas la vitesse d'un phénomène particulier qu'on appelle la lumière. C'est une constante universelle de la physique qui intervient dans tous les processus physiques et qui même interviendra un peu plus tard dans sa théorie de la relativité générale, dans la structure géométrique de l'espace-temps. Ouais. Et comment est-ce que cette idée a pu être reçue en 1916 En 1905. En 1905, d'accord. 1900. Bah, Einstein, c'est le dernier Alors papier. qu'elle n'était pas connue, il n'avait pas d'autorité morale à cette époque-là. Oui, c'est assez extraordinaire parce qu'il n'avait pas de poste universitaire. Il n'avait même pas de thèse. Il n'avait pas eu de lettre de recommandation à la sortie de son école polytechnique de Zurich.
il était jugé trop indépendant d'esprit et aucun professeur ne l'avait vraiment soutenu, donc il n'a pas eu de poste à l'université et il a trouvé un poste d'ingénieur en 1901 à l'Office fédéral de la propriété intellectuelle de Berne. Et son métier, c'était d'examiner des brevets qui étaient déposés par des ingénieurs suisses ou allemands, notamment des brevets qui visaient à synchroniser les horloges à distance. Ça, c'était une priorité technique en Allemagne notamment. L'Allemagne s'était unifiée. Pour montrer qu'on est unifié, il faut que l'heure soit partout la même. Les gens prenaient le train, il fallait que l'heure indiquée par leur montre coïncide avec celle des gares dans lesquelles leur train passait. Et donc comment vous faites pour garantir que l'heure qui est à votre montre soit la même que celle qui est loin de vous? Et Einstein dit lui-même que c'est l'examen de ses brevets qui lui a fait découvrir un problème dans l'interprétation de l'électromagnétisme, qui décrit la propagation de la lumière, et que c'est en examinant ses brevets qu'il a eu l'idée qui le mène à la théorie de la relativité restreinte. Et il dit même que s'il avait été à l'université, il aurait une telle pression de publication que peut-être il n'aurait pas eu le temps de réfléchir à ces questions. C'est assez étonnant hein, de voir que la théorie de la relativité chez lui est née on pourrait dire, d'impulsion empirique, c'est-à-dire de la volonté de résoudre un problème assez concret finalement. Et dans l'article de 1905 de juin qui contient la relativité, moi je me mets à la place des gens qui ont lu le papier. Il y avait Max Planck, il y avait dans le référé, comme on dit, des personnalités très importantes. Et si vous lisez le papier, dans la première page, Einstein pose des questions d'enfant, justement. Par exemple, il dit qu'est-ce que je veux dire quand je dis qu'un train arrive à 7 heures à la gare de Lyon? Alors, je prends la gare de Lyon comme ça, par hasard, mais je parle de la gare de Lyon qui est à Paris. Et il répond à la question. Ça veut dire que la petite aiguille de ma montre pointe sur le chiffre 7 au moment où le train arrive à quai. Vous imaginez Max Planck qui essaye. Ce jeune homme prétend m'apprendre ce que veut dire lire l'heure. Après, il pose une deuxième question. Qu'est-ce que je veux dire quand je dis qu'un train arrive à 7 heures à la gare de Lyon, à Paris, si moi, je suis à Marseille? Et comment je fais pour savoir qu'il est 7 heures à Paris si je suis à Marseille? Troisième question. Qu'est-ce que je veux dire quand je dis qu'un train arrive à 7 heures à la gare de Lyon, si je suis en déplacement par rapport à la gare de Lyon? Voilà une question que personne ne s'était jamais posée. Parce que tout le monde considérait que le temps était universel et absolu, le même pour tout le monde, et indépendant des mouvements dans l'espace. Et c'est ce questionnement un peu naïf qui va le conduire à la révolution. Mais justement, des gens comme Max Planck, il s'est quand même trouvé dans l'Europe de l'époque, et puis au-delà de l'Europe, peut-être des gens pour lire et pour dire ce petit ingénieur des brevets. Alors Max Planck l'a repéré et a envoyé d'ailleurs un émissaire pour le questionner. Oh, d'accord. Mais il n'a pas eu pour autant un poste universitaire rapidement. Hein. Non, mais ça prouve qu'on n'a pas mis son article à la poubelle en disant c'est un petit. C'est ce type. Non, mais lui, il s'attendait quand même. En 1906, par exemple, il était un peu déprimé parce qu'il s'attendait à ce qu'il y ait beaucoup plus d'écho apporté à ses publications. Alors l'écho, il a existé, mais il a été plus tardif. Et le processus a été assez lent. Il a eu son premier poste universitaire seulement en 1909, à Prague, à l'Institut de physique allemande. Non, à l'Institut de physique allemand, pardon. Et c'est quand même assez tardif. Hein. Et la grande notoriété, au sens presque mondial du terme, d'Einstein, c'est 1919, quand une éclipse totale du Soleil permet de démontrer, comme il l'avait prédit, que la lumière est courbée par la matière, par la gravitation. En fait, on n'a pas arrêté au XXe siècle de confirmer un certain nombre d'hypothèses qu'il avait imaginées. Ouais. Oui, il y a moi, ce qui me fascine, c'est l'ensemble de son œuvre, évidemment, mais surtout la relativité générale, cette théorie de la gravitation, parce que on l'utilise encore aujourd'hui pour faire de la cosmologie. Mais essayez d'imaginer ce qu'on savait en 1915 sur l'univers. Par rapport à aujourd'hui, on ne savait rien. On ne savait pas que l'univers était en expansion. On ne savait pas qu'il existe d'autres galaxies que la nôtre. On ne savait pas d'où vient que les étoiles brillent. On n'avait pas trouvé les forces nucléaires. Voilà. Aujourd'hui, on a tout ça et on a toujours les équations d'Einstein. Ouais. D'accord ? C'est ça. Donc, on pourrait presque dire de façon
caricatural que la physique moderne, cette physique-là, est née sans qu'on ait de données. Voilà. Elle est née d'une activité intellectuelle qui se base essentiellement sur des expériences de pensée et qui nous permettent en fait, de sortir de notre monde. Ce que j'appelle le monde, c'est la Terre avec son atmosphère. Euh, je pense que Galilée et Einstein avaient ceci de commun, qu'ils pensaient que le monde dans lequel nous vivons, sur Terre, on n'est pas dans le vide, on est dans un champ de gravité particulier, notre monde est très spécifique. Et ce monde, par le fait qu'il est singulier, nous masque l'univers. Il nous fait croire des choses qui sont fausses. Par exemple, aujourd'hui, vous m'avez donné rendez-vous, j'étais à l'heure, vous aussi, et nos montres étaient synchronisées. Pourtant, entre le moment où on a pris rendez-vous et le moment où on s'est rencontrés, moi j'ai pris le train, peut-être vous aussi, on a circulé, et ces mouvements dans l'espace que nous avons l'un et l'autre fait n'ont pas désynchronisé nos montres. Donc on en déduit que le temps est absolu. Mais c'est faux. Ouais. C'est faux. Ça n'est vrai que parce que dans notre monde, nos vitesses de déplacement sont négligeables par rapport à la vitesse de la lumière. Voilà. Mais si nos voitures et nos trains allaient à la moitié de la vitesse de la lumière, on ne pourrait pas prendre de rendez-vous. Le rendez-vous serait Ouais, impossible. nos mondes se désynchroniseraient de sorte qu'on ne serait pas d'accord sur l'heure qu'il est et on se raterait. Alors, dans votre livre, Étienne Klein, L'éternité béante, Einstein découvre le monde de la physique, grâce à vous, le monde de la physique contemporaine, qui souvent confirme ses théories et qui parfois les infirme et le surprend. Mais, et ça c'est la partie aussi très, très, très originale de ce livre, il découvre le monde actuel. Et si la physique a changé depuis 1955, on peut dire que le monde lui aussi Mm. a beaucoup changé. Mm. Alors, c'est intéressant. Quelles sont les réactions d'Einstein face au monde contemporain? Bah, évidemment, elles sont diverses. Alors, dans certaines situations, on peut se baser pour décrire ses réactions sur des choses qu'il a écrites, pensées, dont on sait qu'il les a pensées, donc. Et donc, on projette dans notre monde actuel les jugements, les idées qu'il avait à son époque. Sur la guerre, par exemple. Je serais très surpris de voir que, et on le montre très surpris de constater que on n'a pas tenu compte des leçons du passé et que la guerre est à nouveau présente, notamment qu'il y a des guerres d'État à État en Europe, chose qu'il aurait sans doute jugé impossible parce qu'il croyait qu'on avait trouvé des modalités, des institutions qui allaient permettre que la guerre ne revienne plus sur des territoires qui avaient adopté ces résolutions. Et puis il y a des choses qu'il n'a pas pu connaître, comme par exemple notre découverte du changement climatique d'origine anthropique, ou bien l'extension incroyable du numérique. Ouais. Voilà. Alors ça, c'est saisissant, parce que vous lui expliquez le monde numérique, l'Internet, etc. Et d'une certaine façon, vous savez pas trop comment vous y prendre pour lui expliquer ça, parce qu'on baigne tellement dans le numérique. Enfin, ça, je Oui, l'ai ressenti de oui, façon. oui. On baigne tellement dans le numérique. Nous qui, notre génération, on a quand même vécu le début Mhm. de ça. Et maintenant, on baigne tellement dedans qu'on n'arrive pas à expliquer à quelqu'un ce que c'est exactement. Oui, Vous avez un oui. peu de mal, vous ramez un peu Mais pour lui expliquer ce que c'est le je rame parce numérique. que c'est quand même, même dans la rue, vous voyez les gens qui regardent leur écran, etc. C'est des scènes qui étaient impensables pour notre génération quand nous étions jeunes. Les jeunes, eux, sont nés avec ça. Et je pense que c'est une révolution tellement profonde dans notre rapport à l'autre, dans notre rapport à l'actualité, à la connaissance, au monde, au temps, dans la façon dont nous distribuons notre attention, que des gens de notre génération, la nôtre, à mon avis, ont un cerveau qui est incommensurable avec celui d'un adolescent qui est né dans ce monde numérique. Euh, Dans quel Ce n'est sens? pas un jugement de valeur que je porte là, c'est que quelqu'un qui est né avec Internet a un rapport à beaucoup de choses très différent de celui a fait son éducation presque exclusivement par les livres et puis par l'oralité des professeurs, quoi. Je pense qu'il y a là quelque chose de tout à fait révolutionnaire. Et Einstein, qui est un homme de la lecture, qui est un homme de l'écriture à la main, je pense,
aurait du mal à s'habituer à ce monde. Ouais. Mais même, il y a une espèce de cosmologie numérique qui fait qu'on est emmailloté d'une certaine Ouais. façon de données qu'on vit à Mm. l'intérieur et que probablement il aurait du mal à ressentir hein, s'il revenait. Il reviendra peut-être d'ailleurs, mais si. Mais le génie, alors Einstein était génial, il n'y a aucun doute là-dessus, mais oui, le génie, c'est pas une propriété particulière que possèdent tous ceux qui sont géniaux. Chaque génie est singulier. Et je pense que le génie, c'est la rencontre entre un type d'intelligence et puis des problèmes tels qu'ils se donnent à une époque donnée de l'histoire. Et Einstein, il avait exactement le génie qu'il fallait pour résoudre les grands problèmes de physique qui se posaient à la fin du 19e siècle. Sur la propagation de la lumière, sur l'existence de l'atome, sur la structure de la lumière avec les photons, etc. C'est lui qu'il fallait. S'il revenait aujourd'hui, jeune, avec l'intelligence qu'il avait en 1905, est-ce qu'il serait aussi adapté aux problèmes qui se posent aujourd'hui en physique? J'en sais rien, mais en tout cas, c'est pas sûr. Ouais. Mais en tout cas, il aurait peut-être toujours sa vision éthique ou morale du Oui. monde. D'ailleurs, Mmh. c'est pour ça qu'il fait ce discours à la fin de votre livre que vous avez donc imaginé. Et se projeter, vous parliez du discours qu'il a fait en 1933 au Royal Albert Hall de Londres sur la montée du nazisme et sur la défense de la liberté. Euh, Effectivement, ce discours, comme vous l'avez adapté, sera toujours d'actualité. Alors, le discours, il se base sur des choses, je l'ai dit, hein, qui sont des choses qu'il a pensées et dites. Et puis, il y a une partie, évidemment, qu'on invente. C'est l'expérience de pensée. Donc, j'imagine qu'il dirait ceci ou cela. En extrapolant ce qu'il a pensé à son époque au monde contemporain. Peut-être que je me trompe. Ouais. D'ailleurs, on va pas très loin. Vous avez vu que quand je m'avance trop dans le discours, enfin, quand il s'avance trop dans le discours qu'on a écrit pour lui, ça finit par. Enfin, je me Oui, réveille et le discours oui, c'est s'interrompt. vrai. Il y a un moment donné où Voilà, je peux il pas faut aller se trop loin, réveiller. quoi. Mais pour moi, c'est la figure la plus resplendissante de ce qu'on appelle l'humanisme. Ouais. C'est-à-dire quelqu'un qui tient compte de ce que nous savons dans la façon de penser de façon générale, et qui a une sorte de vision cosmopolitique presque, qui évidemment déborde de la seule science, mais qui a une pertinence par le fait que cet esprit est scientifique. Voilà. Pour moi, c'est ça. Il a touché à beaucoup de sujets. Même en 1929, après la crise, il a écrit sur l'économie. Il Ah oui. propose des recettes, ouais. Alors, je sais pas si elles sont pertinentes. Il faudrait interroger des économistes là-dessus, mais ouais, il touche à tout presque. Hein. Ouais. Il touche pas aux questions vulgaires. La vulgarité lui plaît pas du tout. Et d'ailleurs, quand il était enfant, adolescent, quand il était élève à Arao, vous savez, Einstein, il a démissionné de son lycée à l'âge de 15 ans. Il était à Munich dans un lycée et supportait pas la discipline, Ouais. et qui à l'époque était militaire. Ses parents ont quitté l'Allemagne pour s'installer en Italie puisque son père avait fait faillite et a remonté une petite affaire du côté de Pavie, à côté de Milan. Et Einstein, il a fait une sorte de dépression nerveuse. Et avant les vacances de Noël de l'année 1895, il a démissionné du lycée sans prévenir ses parents. Il les a rejoints là-bas en leur disant j'arrête mes études. Et pendant une année, il a été déscolarisé. Ouais. Et au bout d'un an, il a appris qu'il existait en Suisse une école avec des méthodes pédagogiques d'avant-garde inventées par un monsieur qui s'appelait Pestalozzi dans un petit village qui s'appelle Arao en Suisse. Et il est allé là-bas pour préparer En fait, il a passé le concours de l'école polytechnique de Zurich. Il a échoué. Mais les professeurs ont remarqué qu'en maths et en physique, c'était pas n'importe qui. Par contre, en langue, en histoire, en géographie. Donc, ils lui ont dit, allez passer une année à Arao et revenez passer le concours. Ouais. Ce qu'il a C'est fait. extraordinaire parce que c'est une jeunesse une existence qui est pas banale. Il n'est pas dans la réussite. Oh, il aurait pu rater sa vie. Non, vous dites que c'est impossible. Non, c'est impossible. Pourquoi il est impossible de rater sa vie? Non, il n'a Voilà. pas du tout raté sa vie, non. Mais il a raté un concours. Voilà, c'est Ouais. pas la même chose. Absolument. Alors, Étienne Klein, on terminera là-dessus. Il a
quand même connu un monde particulièrement difficile et terrible et catastrophique. Quand même, il a vécu l'exil, il a vécu la Shoah, il a vécu le nazisme, Ouais. ensuite la bombe atomique qu'on lui a attribué faussement, dont lui a attribué faussement la paternité. Vous expliquez ça bien. C'est intéressant quand même d'ailleurs, parce que tout ça, j'ai découvert que ça venait d'une couverture d'un magazine Mmh. qui lui attribue la paternité de la bombe atomique, alors qu'il n'a pas grand-chose à voir avec ça. Mais c'est ça que j'admire aussi chez Einstein, c'est le fait qu'il soit pas devenu fou. C'est-à-dire, quand vous regardez tout ce qu'il a vécu, dans sa vie personnelle, comment ses découvertes ont été confirmées. Vous savez, le nombre de travaux théoriques d'Einstein qui ont reçu une confirmation expérimentale assez vite, mais ça pourrait rendre fou, n'importe qui, hein. Et lui, non. Et puis il y a eu comme vous l'avez dit, l'exil. Il a fui l'Allemagne en 1933, alors qu'il était prix Nobel. Les prix Nobel, ils se sentaient un peu protégés quand même. Eh ben Ouais. non, son domicile à Berlin est perquisitionné par les SA qui cherchent des armes pour avoir la preuve qu'il est un terroriste. Ils trouvent un couteau à pain, ils en déduisent qu'il est terroriste. Mm. Voilà, il a vécu ça, quoi. Ouais. Et moi, je suis allé à Anvers, au port qui emportait les migrants aux États-Unis. Il faut imaginer Einstein avec sa petite valise, là, qui passe les contrôles sanitaires, qui fait la queue. Mm. Einstein, quoi. Ouais. Et pour ce qui est de la bombe, en effet, Einstein s'est jamais intéressé aux forces nucléaires, aux interactions nucléaires. Quand on a découvert le neutron en 1932, il n'a pas réagi, le positron non plus. Et il a fallu qu'en 1938, après la découverte de la fission de l'uranium par Otto Hahn, il a fallu que Niels Bohr, grand physicien danois, vienne le voir à Princeton pour lui expliquer la possibilité d'une réaction en chaîne. Il ne comprend pas bien. Il faut que Szilárd, un physicien hongrois, revienne lui expliquer. Et en août 1939, il signe une lettre qu'il n'a pas lui-même écrite, en tout cas pas complètement, adressée à Roosevelt, signalant au président des États-Unis que les Allemands ont des physiciens et de l'uranium. Ouais. Et donc ils peuvent faire des bombes atomiques. Ouais. Et il informe Roosevelt de cette possibilité. Et Roosevelt va monter un comité de l'uranium, comme on l'appelle. Mais c'est seulement après la découverte du plutonium en 1941 et l'attaque de Pearl Harbor par les Japonais que les Américains vont lancer le projet Manhattan de la bombe atomique, dans lequel Einstein n'est nullement impliqué, il n'est pas du tout au courant. Et c'est par la radio qu'il va apprendre, comme tout le monde, l'explosion de la bombe larguée sur Hiroshima, puis 3 jours plus tard sur Nagasaki. On voit bien, alors ça sera ma dernière question, il nous reste que quelques minutes, mais c'est une remarque. On voit bien à tous les moments de sa vie quand même, et même dans cette deuxième partie de vie où il a vécu des choses si difficiles, on voit bien la lucidité quand même à l'œuvre chez Einstein. Oui. Et peut-être que c'est ça que votre nostalgie du fait que Einstein nous manque, Einstein ne vous manque pas, il manque au monde, c'est peut-être ce regard, à la fois cette autorité et cette lucidité. C'est ça, moi, on le présente souvent, je l'ai dit tout à l'heure, comme quelqu'un de naïf. Et pour moi, c'est tout le contraire. Il est lucide sur beaucoup de questions. Il voit des choses que les autres ne voient pas, notamment sur Hitler. Il a tout de suite compris qui est Hitler, dès les années 20. Quand il entend brailler à la radio, il dit « Mais comment on peut écouter un type pareil? Un type qui hurle. On n'écoute pas les gens qui hurlent. » Et pourtant. Il a cette lucidité, mais il n'est pas cynique. Voilà. Et c'est ça que je trouve beau dans sa personnalité, être lucide sans être cynique. Très difficile. Étienne Klein, merci. Je rappelle le titre de cette bande dessinée, L'éternité béante. Le titre est mystérieux, mais quand on lit le livre, on comprend il y a beaucoup de choses que c'est une anagramme. Qu'on comprend. En tout cas, donc Étienne Klein, LF Bollé, Christian Durieux, et c'est une coédition, Les Liens qui libèrent, Futuropolis. Merci d'être venu à Pile. Merci Marc. Merci. C'était Pile Poule, une émission de Marc Wielinski, que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de Radio RCJ et sur les différentes plateformes, ainsi que sur YouTube. À dimanche prochain, 13h.